Chacun a un rôle à jouer. Une responsabilité. Bonjour tout le monde. Goedemorgen iedereen. Nous allons commencer cette conférence de presse par l'intervention du docteur Van Latem qui va nous faire un état des lieux des chiffres actuellement en Belgique. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors les vacances de Noël et Nouvel An commencent à s'éloigner et donc on a petit à petit une meilleure idée sur l'évolution, je dirais, réelle de la contamination dans notre pays en dehors du contexte particulier de ces vacances. Les chiffres qui ont augmenté récemment du nombre de nouvelles contaminations semblent se stabiliser et n'augmentent pas de manière aussi importante qu'ils le font dans certains des pays qui nous sont proches. Donc, clairement, une partie conséquente de l'augmentation des chiffres était liée aux effets du retour de vacances après ces vacances de Noël et de Nouvel An. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'une partie ne peut pas être liée à une transmission réelle dans la population. Le nombre de tests qui a nettement augmenté avec le retour de vacances et qui est passé de à peu près 25 000 tests à une bonne quarantaine de milliers de tests, 40-45 000 tests, semble lui aussi maintenant se stabiliser à ce niveau-là. Et le pourcentage de tests positifs continue de diminuer légèrement, mais de diminuer. Les hospitalisations, globalement parlant, continuent elles aussi à diminuer, mais de manière plus modérée, plus lente que dans les semaines précédentes. Et donc c'est certainement un point qu'il faudra suivre. On l'a déjà dit, on se trouve dans une situation entre deux eaux, devant un verre qui est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Ce qui peut nous réconforter, bien sûr, mais ça ne suffit pas, c'est que la situation n'est pas meilleure, loin de là, dans la plupart des pays qui nous entourent. Et que globalement parlant, l'impact des vacances de Noël en dehors de l'impact de retour des vacances semble avoir été peu important et que vous avez globalement bien appliqué les mesures nécessaires pour éviter un emballement des transmissions au sein des familles lors de ces congés. Ceci étant, il reste un nombre significatif de personnes hospitalisées et l'impact sur le système de santé reste considérable. Il y a donc là un équilibre précaire dont l'évolution va dépendre des jours qui viennent et de ce que l'observation des chiffres nous apportera. Vous avez devant vous un tableau qui vous parle de la mobilité et vous voyez très clairement que les chiffres de mobilité ont, durant les derniers jours, remonté, qu'il y a maintenant à peu près un niveau semblable à celui qu'on avait avant les vacances, au début du mois de décembre, par exemple. On sait qu'à ce moment-là, l'augmentation de la mobilité et un certain nombre d'augmentations dans les contacts avaient amené à l'augmentation globale du nombre de chiffres et donc il ne faudrait pas que ce type d'évolution fasse jour actuellement. Nous sommes par ailleurs en plein dans la saison de ce qui est traditionnellement la grippe et vous savez qu'il n'y a pas de grippe pour l'instant ou pratiquement pas présente sur le territoire. Ceci seulement pour souligner le fait que les conditions sont idéales actuellement pour tous les virus respiratoires comme le coronavirus pour se transmettre et qu'il faut donc en tenir compte. C'est le moment où nous sommes le plus faible par rapport au virus et où lui a le plus d'avantages par rapport à nous et il faut donc particulièrement en faire attention. Vous savez aussi qu'il y a de nombreux variants qui circulent, dont on l'a beaucoup dit, les variants anglais et les variants sud-africains. Le nombre absolu de cas sur le territoire n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez qu'il y a actuellement plusieurs dizaines de variants anglais, qu'il y a plusieurs variants sud-africains qui sont présents. Il faudra donc faire avec, si on peut dire, pour parler de manière assez simple, il faudra juger ce qui est nécessaire comme mesure éventuelle, mais il faut très clairement savoir qu'ils sont là et que d'autres variants d'ailleurs risquent d'apparaître dans le futur. Ceci n'est pas une surprise et nous savions que ce genre de situation allait se produire. Il faut donc rappeler qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre globalement pour diminuer la transmission, qu'il s'agisse de variants d'ailleurs ou du traditionnel virus que nous connaissons depuis le mois de février-mars. Et ces mesures
autant le redire, c'est le travail à la maison, c'est de limiter son nombre de contacts, c'est de se mettre en quarantaine si on a été en contact à haut risque ou si on a un début de symptômes, et bien sûr de se faire tester. Le testing, le tracing et la quarantaine ou l'isolement restent des pierres élémentaires dans la lutte contre la propagation du virus. Alors si on s'attache maintenant à l'épidémiologie et l'évolution des chiffres, on peut dire qu'en moyenne, sur les 7 derniers jours, nous avons eu, comme on le voit sur la courbe, 2086 nouveaux cas par jour, ce qui est encore une augmentation de l'ordre de 24% par rapport à la semaine qui a précédé. Cette augmentation a lieu dans toutes les tranches d'âge, chez toutes les personnes de moins de 30 ans, globalement parlant, qu'il s'agisse des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes. Cette augmentation est présente dans tout le pays, donc dans toutes les provinces. Elle varie, comme vous le voyez, de 4 à 5% dans la province de Liège et d'Anvers, à des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 85% à Bruxelles. Il faut souligner que Bruxelles avait au préalable des chiffres particulièrement favorables depuis quelques semaines avant la période du retour de vacances. L'augmentation à Bruxelles, importante comme on le dit, semble actuellement elle aussi se ralentir un peu, mais liée à ces 85% d'augmentation, Bruxelles est maintenant le deuxième endroit où il y a le plus grand nombre de nouveaux cas après la province d'Anvers, qui tient la tête depuis un certain temps. Si on s'intéresse aux hospitalisations, on voit qu'elles aussi continuent à diminuer, mais que cette diminution se fait moins rapidement et qu'on est sur un pratiquement plateau avec une très lente diminution. En moyenne, il y a eu 122 nouvelles admissions, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à la semaine précédente. Ce ralentissement dans la diminution du nombre d'hospitalisations fait reculer d'autant plus le moment où nous pourrions atteindre les 75 nouvelles admissions par jour et le fait passer maintenant à peu près au début du mois de mars. Dans certaines provinces ou dans certaines régions, comme à Bruxelles pour la région, en province comme la province d'Anvers, le Brabant flamand ou à Liège, il y a une petite augmentation du nombre des admissions. Et donc ceci est certainement un point qu'il faudra suivre pour voir l'impact du virus sur notre système de santé dans les semaines qui viennent. Globalement, ceci nous conduit à avoir actuellement 1908 patients hospitalisés, dont 346 le sont en soins intensifs. Cela représente une diminution de respectivement 5 et 9% par rapport aux chiffres de la moyenne de la semaine précédente. Concernant les décès, nous déplorons actuellement en moyenne 53 décès par jour. Ceci est toujours une diminution significative de 18% si on compare par exemple par rapport à la semaine précédente où la moyenne était de 64 décès par jour. Alors en ce vendredi, nous avons 2 thèmes à développer avec vous. Le premier est un thème classique, c'est celui des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Globalement, le message est la situation y est plutôt favorable et nous ne sommes plus dans un contexte où les foyers s'y multipliaient comme c'était le cas il y a quelques semaines ou un mois et demi. Que voit-on ? Eh bien, on peut dire que sur les chiffres de la période du 6 janvier au 12 janvier, globalement, le nombre de cas est stable ou a eu de très petites modifications peu significatives. Comme vous le voyez sur la courbe devant vous, on est en Flandre, passé de 7 personnes pour 1000 résidents qui étaient diagnostiqués positifs contre 8 pour la semaine qui a précédé. En Wallonie, on est à 5,4 au lieu de 5. À Bruxelles, à 1 au lieu de 0,6. Ceci sont des modifications qui n'ont pas de réel impact. On a aussi une évolution favorable, comme on le voit sur la diapositive maintenant, du pourcentage de maisons de repos qui ont au moins un cas de Covid. On a actuellement en Flandre 18%, en Wallonie 12% et à Bruxelles 9%. Quant aux endroits où il y a des clusters importants, c'est-à-dire plus de 10 cas, on a une diminution en Flandre
Actuellement, 5% des maisons de repos en Flandre ont une situation où il y a plus que 10 cas. On a 4% en Wallonie et il n'y a aucune maison de repos qui est dans cette situation au niveau de Bruxelles-Capitale. Donc je pense que globalement parlant, actuellement dans les maisons de repos, la situation est meilleure que ce qu'elle était au préalable et que la vaccination qui est en cours est certainement un facteur qui va encore améliorer ce type de résultats. Et c'est d'ailleurs le thème, deuxième thème qu'on voulait développer avec vous, c'est un aperçu sur l'évolution et la surveillance des vaccinations. Alors, on vous a déjà parlé à plusieurs reprises des vaccins sur différents aspects, sur leur aspect de la sécurité, sur l'aspect des conditions strictes qu'ils devaient présenter avant d'être approuvés. Nous sommes maintenant dans la réelle campagne de vaccination qui a été lancée, comme vous le savez, réellement depuis le 5 janvier. Et donc, on est maintenant devant un certain nombre de suivis. Un certain nombre de suivis qui est, pour le premier, le suivi de la sécurité de ces vaccins. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important de ne pas se baser seulement sur ce qui est donné durant les études, mais ce qui est la vie réelle d'un vaccin lorsqu'il est administré à des dizaines, des centaines de milliers de personnes ou à des millions de personnes en tenant compte des données de l'étranger, entre autres des États-Unis qui ont commencé de larges campagnes avant nous. Alors, au niveau de la qualité et de la sécurité des vaccins, c'est redire à nouveau qu'en dehors des données, qui sont les données que les firmes doivent nous fournir régulièrement, il y a un contrôle qui se fait dans le pays même. En Belgique, les lots de vaccins sont contrôlés de manière totalement indépendante et l'Agence fédérale du médicament a confié ce contrôle de longue date d'ailleurs en Belgique, pas seulement pour le vaccin Covid, à Ciensano, qui donc contrôle chacun des lots de vaccins qui sont mis sur le marché, si on peut dire, un marché un peu particulier bien sûr, concernant la vaccination Covid. À côté de ce contrôle de la sécurité, de ce qui se trouve dans l'ampoule de vaccination, il faut bien sûr voir ce qui se passe au point de vue des effets secondaires. Alors là aussi, c'est l'Agence du médicament en Belgique qui est chargée de collationner les effets secondaires et d'en rendre compte chaque semaine. Le 13 janvier, il y avait à peu près 50 000 personnes qui ont été vaccinées déjà en Belgique. Jusqu'au 12 janvier, sur base des 35 000 premières personnes vaccinées, il y a eu une notification par 10 personnes qu'elles avaient eu des effets secondaires, ce qui est effectivement extrêmement peu. J'insiste, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont manifestés pour dire « j'ai eu quelque chose ». Ça n'exclut pas, bien sûr, que d'autres personnes aient eu des effets secondaires qu'elles n'aient pas notifiés. Il s'agit pour l'immense majorité de ces 10 cas d'effets secondaires légers, de type nausée, légère fièvre, petit malaise, et donc de choses sans impact réel sur la santé. Certains d'entre vous savent sans doute, et on peut le redire ici, qu'effectivement, lors de cette vaccination dans les maisons de repos, une personne de 82 ans est décédée 5 jours après la vaccination. Nous tenons à insister sur le fait qu'il ne faut pas corréler immédiatement vaccination et décès, ni dans ce contexte-ci d'ailleurs, ni dans d'autres. On sait qu'à un âge avancé, le risque de décéder est d'office plus élevé que chez des personnes jeunes et que tout particulièrement dans le contexte des maisons de repos et de soins, dans lesquelles les personnes sont souvent avec différentes comorbidités, cette mortalité est encore plus importante que dans une population générale de même tranche d'âge. Il faut savoir, et même si c'est malheureux, c'est ainsi, qu'en dehors de tout contexte autre, Covid, vaccination ou quoi que ce soit, chaque semaine, des centaines de personnes décèdent dans les maisons de repos de notre pays. Et donc, un décès survenant chez quelqu'un de vacciné ne le rattache pas de facto à la vaccination en tant que telle. Ceci étant, il faut savoir aussi que toutes les procédures exigent, et ce sera bien appliqué, qu'un décès soit clairement investigué pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé exactement. Il y a donc des examens qui sont en cours, approfondis, et l'Agence du médicament fournira de plus amples informations dès que possible. Ceci peut prendre 1 ou 2 semaines, certainement de manière à avoir l'entièreté des informations. De manière à conforter les chiffres belges dont vous a parlé, du très peu
du très petit nombre d'effets secondaires qui ont été notifiés. Prenons ce qui se passe aux États-Unis, où la campagne a couvert déjà plusieurs millions de personnes. Dans ce contexte, le Centre américain du contrôle des maladies, le CDC, signale des effets secondaires chez 0,2% des 1,9 million de personnes qui font partie du premier relevé d'effets secondaires qu'ils ont publié. Et ceci pour des vaccinations qui se sont passées entre le 14 et le 23 décembre. 0,2%, c'est à peu près 4000 personnes. Ça veut dire un nombre effectivement extrêmement bas, puisque c'est 2 personnes sur 1000 personnes au total qui ont été vaccinées. À côté des effets secondaires essentiellement mineurs, de type à nouveau petite température, douleur locale, rougeur, maux de tête, fatigue, on note quelques effets secondaires graves, très clairement. Ces effets secondaires graves se concentrent totalement sur ce qu'on appelle des réactions anaphylactiques, des chocs anaphylactiques qui sont des formes d'allergie sévère à un des composants du vaccin. Ce type de choc anaphylactique s'est produit chez une personne tous les 100 000 à peu près, 100, 110 000, qui ont reçu le vaccin Pfizer, pour lequel nous avons le plus de données actuellement. Ce type de réaction se produit par son mécanisme même en ayant à peu près les 15 minutes qui suivent l'administration du vaccin, et il peut être traité de manière tout à fait adéquate à partir du moment où la personne est bien là sous surveillance et où un personnel médical avec les traitements adéquats sont disponibles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en Belgique, comme dans tous les pays, on a décidé que les personnes qui étaient vaccinées seraient surveillées pendant au moins une quinzaine de minutes, 15 à 30 minutes, mais au moins 15 minutes, de manière à éviter que ce genre d'effets secondaires ne se passe en dehors des endroits de vaccination et que s'ils se produisent, ils se produisent dans des conditions où on peut les prendre en main avec toute la rapidité et l'efficacité nécessaires. Les personnes qui ont présenté ce type de réaction allergique sévère étaient pour leur grande majorité avec des antécédents d'allergie sévère. D'allergie sévère soit à des composants du vaccin, soit à un vaccin globalement parlant. Toutes ont évolué rapidement, favorablement, sous l'effet du traitement prodigué. Il faut aussi mettre ceci en perspective par rapport à l'impact du virus. Nous le savons tous, cet impact est majeur, tant sur le plan individuel au point de vue santé que sur le plan global avec l'impact sur le système de santé, sans vouloir même parler de tout l'impact sociétal, économique, culturel et autres, psychologique, entre autres, qu'il a pu avoir sur une bonne partie d'entre nous. Et donc, l'impact du virus dépasse très, très largement l'impact que l'on peut avoir avec les effets secondaires en question. Le bilan entre le risque d'effets secondaires rarement présents ou d'effets secondaires graves très rarement présents qui sont pris en main sans aucune complication par rapport au reste est, je pense, très clairement en faveur de la vaccination. Deuxième point qu'on voulait relever avec vous, après cette sécurité, le suivi de la sécurité vaccinale, c'est effectivement où on en est dans le nombre de vaccinations par rapport aux différents groupes cibles. Le groupe cible actuel, comme vous le savez, c'est à la fois le personnel, mais plutôt même les résidents des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. Au 13 janvier, comme on l'a dit, à peu près 50 000 personnes, essentiellement des résidents, mais aussi en partie du personnel, ont été vaccinés en Belgique, avec une couverture vaccinale qui, par rapport à ce groupe cible, s'établissait à un peu plus de 17%, 17,26%. Il est clair qu'il peut y avoir un certain retard dans l'enregistrement et donc que ce chiffre sous-estime plutôt que surestime la quantité de personnes qui ont été vaccinées. Autre point de suivi, c'est le suivi de l'intention vaccinale. C'est la partie de la population qui se montre favorable au fait d'être vaccinée. Et vous savez que ceci a entraîné de grandes polémiques et de grandes discussions au mois de novembre et au début décembre, par exemple. Le suivi des différentes études qui sont en cours nous montre une augmentation de l'acceptation du vaccin contre la Covid, atteignant globalement, pour la plupart des études, aux environs des 80% de personnes qui se déclarent prêtes à être vaccinées.
Enfin, on souhaite, dans tous les pays c'est le cas, et en Belgique aussi, établir la durée et l'efficacité de cette vaccination. Et pour ce faire, un certain nombre d'études qui vont analyser la réponse immunitaire, tant au niveau des anticorps que des cellules, ont été mises en marche ou vont être mises en marche dans notre pays, de manière à évaluer clairement dans la vie réelle ce que le vaccin donne comme protection et aussi la durée de cette protection, de manière à savoir quand éventuellement il faudrait donner, par exemple, un rappel du vaccin en question. Ceci nous permettra de voir l'efficacité sur la durée, mais aussi l'efficacité par rapport à un certain nombre de variants. On est en train de rejoindre une partie préalable de notre discussion. Ces variants sont présents et on sait actuellement qu'avec le vaccin Pfizer, qui est celui qui est employé de manière majoritaire, nous avons une protection contre les variants anglais et contre les variants sud-africains. D'autres variants vont naître, c'est inévitable avec ce type de virus ARN, et il faudra bien suivre l'évolution de l'efficacité de l'immunité conférée par le vaccin vis-à-vis de ces différents variants. C'est un des points qui est à l'ordre du jour partout et qui sera systématiquement effectué lorsque des variants significatifs apparaîtront. En dehors de toutes ces discussions concernant la vaccination, 3 points en tout cas à globaliser, c'est que ces campagnes de vaccination vont dépendre de différentes choses. L'une d'entre elles, c'est la fourniture des vaccins. Vous savez que nous avons eu des doutes à un moment concernant la quantité de vaccins. Les dernières nouvelles sont plutôt favorables puisqu'on sait que nous pourrons bénéficier sans doute à partir d'avril d'un complément du vaccin Pfizer et nous espérons qu'au niveau européen, le vaccin AstraZeneca puisse jouer dans les mois proches de nous un rôle important dans les campagnes de vaccination. Mais nous n'avons pas d'impact direct, nous dépendons forcément de l'enregistrement de ces vaccins d'une part et de leur production dans les firmes. C'est un point sur lequel la Belgique ne peut pas agir elle-même directement. Par contre, il y a des points sur lesquels nous pouvons avoir une action, et nous, c'est vous et moi. Ce sont le fait d'avoir assez de personnes qui sont là pour vacciner. Ça veut dire des personnes qui ne doivent pas s'occuper d'autres choses au niveau des soins de santé. Et d'autres choses, on peut le deviner, ce serait une résurgence de la pathologie avec à nouveau un afflux de patients au niveau des hôpitaux. On ne peut pas mener convenablement des campagnes de vaccination en même temps qu'on aurait un nouvel engorgement et débordement de nos hôpitaux. Les campagnes auraient lieu, bien sûr, mais seraient certainement freinées par ce type de situation. C'est le cas aussi dans des endroits comme les maisons de repos ou des soins, dans lesquels, vous le savez sans doute, on a pour un certain nombre de semaines reculé la vaccination lorsqu'on avait des foyers trop importants au sein de l'institution, de manière à ne pas mélanger éventuellement des symptômes liés à un début de maladie avec des effets secondaires de la vaccination. Ces personnes vont être vaccinées dans les semaines qui viennent, mais s'il devait y avoir une multiplication des foyers, et ce n'est pas le cas pour l'instant, cela poserait là aussi problème. Il est donc important, pour que les campagnes de vaccination se passent le mieux possible, que nous continuions, nous, à appliquer les fameuses règles d'or, de manière à diminuer l'impact de la pathologie, à diminuer l'impact que les nouveaux variants plus transmissibles pourraient avoir, et de manière ainsi à permettre qu'avec la vaccination, nous retournions le plus rapidement possible vers une situation qui soit plus normale. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Nu de vakantieperiode voldoende ver achter ons ligt, is het opnieuw mogelijk om stilaan een beter zicht te krijgen op de evolutie van de besmettingscijfers. De meest recente cijfers geven aan dat de toenames afvlakken en niet verder groeien, zoals nog wel altijd het geval is in een aantal van de ons omliggende landen. De recente stijging was grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers. Het aantal uitgevoerde testen lijkt ondertussen opnieuw af te toppen, terwijl het percentage positieve testen lichtjes verder blijft dalen. Ook de hospitalisaties blijven nog steeds licht dalen, maar het tempo vertraagt wel. Het glas is daarom zowel half vol als half leeg.
In vergelijking met vele andere landen doen we het nog steeds goed. Op het reizen na hebben we de kerstperiode voorbeeldig verteerd. We kijken echter wel aan op een plateaufase. Daardoor blijft de gezondheidsimpact nog steeds hoog. Het evenwicht tussen de strengheid van de maatregelen en de controle van het virus blijft een wankel gegeven. Zo is de mobiliteit de voorbije dagen duidelijk toegenomen. Zowel wat betreft het percentage thuisblijven als de verplaatsingen voor het werk zitten we ondertussen opnieuw op het niveau van begin december. En zoals u misschien zich nog herinnert, de toename die we gezien hebben in het verdere verloop van december in de mobiliteit, maar ook de lichte toename in het aantal contacten tussen mensen in de loop van december, gaf toen ook aanleiding tot een stijging van de cijfers. Bovendien bevinden we ons nu in de typische griepmaanden. Het koude weer is ideaal voor de verspreiding van ademhalingsvirussen, waaronder het coronavirus. En tevens circuleren er varianten op ons grondgebied met een mogelijk hogere besmettelijkheid, waaronder de Engelse en Zuid-Afrikaanse variant. Dat is geen verrassing en dat hoeft ook niet noodzakelijk een probleem te zijn, zolang we deze virussen geen voedingsbodem geven om verder te verspreiden. Er worden momenteel elke dag nieuwe vaststellingen gedaan van Engelse, Zuid-Afrikaanse varianten op ons grondgebied. Dat komt omdat er ook actief wordt naar gezocht. Het is normaal dat we ze vinden. De komende dagen zullen er heel waarschijnlijk nog meer vaststellingen en meldingen worden gedaan. Wat vooral belangrijk is om in het oog te houden hoe die trends evolueren in de toekomst. De balans blijft dus fragiel. We willen daarom opnieuw oproepen om zoveel mogelijk thuis te werken en uw dichte contacten te beperken tot 1 persoon. Laat u ook zo snel mogelijk testen, ook bij milde symptomen. Wacht daar niet mee. Werk goed mee aan de contactopsporing en respecteer de quarantaine. Het recept is gekend en werkt. Testen en quarantaine redden levens. Betreft de cijfers. De afgelopen week werden er gemiddeld 2086 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een toename van 24% in vergelijking met de week ervoor. Belangrijk om te vermelden dat we nog steeds vergelijken met een week waarin 1 januari valt. Dus is een extra feestdag of een feestdag tegenover een gewone werkweek. We zien een toename bij alle leeftijdsgroepen, maar de toename is wel het meest uitgesproken bij kinderen, tieners en jongvolwassenen. In essentie iedereen onder de 30 jaar. In absolute aantallen blijven de 20ers en de 30ers het sterkst vertegenwoordigd in de coronacijfers. We zien toenames in alle provincies, gaande van +4% in Luik tot +85% in Brussel. De toename in Brussel lijkt wat af te nemen, maar toch kent Brussel ondertussen het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen na de provincie Antwerpen. Dat is opvallend, want in de voorbije weken, voorbije maanden, was Brussel stevast bij de beste leerlingen in België. Dat is intussen tijd veranderd. De stijging in Brussel is weliswaar grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers en ook de massale testen die bij die groep gebeurd zijn. De nieuwe ziekenhuisopnames blijven verder dalen, maar de snelheid van de daling neemt geleidelijk aan af. De voorbije week waren er gemiddeld 122 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. En dat is nog 7% lager dan de week ervoor. Opgelet wel, want in Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Luik zien we wel toenames van het aantal opnames. Er liggen nu 1908 COVID-patiënten in het ziekenhuis,
waarvan 346 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen respectievelijk 5 en 9% lager dan de cijfers van de week ervoor en blijven dus ook traag naar beneden toe evolueren. Ook de overlijdens gaan nog steeds in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 53 overlijdens te betreuren. En dat is nog 18% lager dan de week ervoor. Vervolgens zouden we ook nog een update willen geven over de situatie in de woonzorgcentra. U ziet hier de bekende grafiek met het aantal nieuwe besmettingen per 1000 bewoners per week. In de voorbije week, en dat is de week van 6 januari tot en met 12 januari, bleven het aantal besmettingen of het aantal vastgestelde besmettingen op woonzorgcentra min of meer stabiel. Het aantal besmettingen daalt lichtjes in Vlaanderen en stijgt lichtjes in Brussel en Wallonië. In de Vlaamse woonzorgcentra werden er 7 besmettingen per 1000 bewoners vastgesteld. De week ervoor waren dat er 8. In Wallonië werden er 5,4 besmettingen op 1000 bewoners vastgesteld. De week ervoor waren dat er 5. En in Brussel werd 1 besmetting op 1000 bewoners vastgesteld. De week ervoor waren dat er 0,6. Het percentage woonzorgcentra dat minstens 1 COVID-geval rapporteert, blijft licht dalen. Deze week werd door 18% van de Vlaamse woonzorgcentra minstens 1 COVID-geval gerapporteerd. In Wallonië is dat 12% en in Brussel 9%. Het percentage woonzorgcentra dat minstens 10 gevallen rapporteert, daalt in Vlaanderen, maar stijgt licht in Wallonië. Deze week kampt 5% van de Vlaamse woonzorgcentra met een grote uitbraak. In Wallonië is dat 4% en in Brussel werden er geen grote uitbraken gemeld. We zouden vervolgens ook nog wat meer uitleg willen geven over de monitoring van de vaccinatiecampagne, die ondertussen volop gestart is. We hebben het in eerdere persconferenties al gehad over de veiligheid van vaccins en ook de strenge voorwaarden voor de goedkeuring van een vaccin. Met de start van de vaccinatiecampagne zijn we nu in een volgende fase beland. En ook die verloopt onder nauw toezicht. En dat is toegespitst op 3 belangrijke elementen. Ten eerste is er de permanente bewaking van de veiligheid van de vaccins. Zo wordt de kwaliteit van elk vaccinlot dat in de EU op de markt wordt gebracht nog eens onafhankelijk van de fabrikant gecontroleerd door een officieel en volledig onafhankelijk controlelaboratorium. In België is dat Sciensano, dat daarvoor gemachtigd is door het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Wie veiligheid van vaccin zegt, denkt meteen ook aan het opsporen van eventuele bijwerkingen. Dit wordt opgevolgd door het Geneesmiddelenagentschap in België en die rapporteert daar wekelijks over. In ons land werden tot en met 13 januari 50.000 mensen gevaccineerd. Tot en met 12 januari werden er tot nu toe in België 10 bijwerkingen gemeld in een Europese databank. Dat zijn 10 bijwerkingen of 10 mensen met bijwerkingen op 35.000 gevaccineerden. Dat is bijzonder weinig, waarschijnlijk een lichte onderschatting, omdat er nog wat vertraging is in de rapportering, maar het illustreert wel dat het aantal bijwerkingen heel beperkt is tot nu toe. Het gaat meestal ook om milde bijwerkingen, zoals vermoeidheid, misselijkheid of wat lichte koorts. Intussen is ook bekend dat een 82-jarige persoon is overleden 5 dagen na de vaccinatie. Dat betekent echter niet dat er een verband is met de vaccinatie. Op oudere leeftijd is de kans op overlijden sowieso een stuk groter
En dat is in het bijzonder het geval in woonzorgcentra, waar vooral hulpbehoevende mensen wonen. Elke week sterven er honderden mensen in woonzorgcentra, zelfs buiten COVID-tijden. Aangezien iedereen in de woonzorgcentra momenteel op een snel tempo gevaccineerd wordt, is het normaal dat er in de periode nadien af en toe mensen overlijden. Dat hoeft niet noodzakelijk gelinkt te zijn aan elkaar. Het is wel zo dat de standaardprocedure stelt dat elk overlijden kort na vaccinatie moet onderzocht worden. En dat zal in dit geval ook met de uiterste aandacht gebeuren. Het Geneesmiddelenagentschap zal hierover zo snel mogelijk meer informatie geven. In de Verenigde Staten heeft ondertussen al een veel grotere groep mensen het vaccin gekregen. Het Amerikaanse CDC meldt meestal milde bijwerkingen bij 0,2% van de gevaccineerde mensen. Het gaat om 4000 mensen van de 1,9 miljoen mensen die ondertussen gevaccineerd zijn geworden in de periode december. 2 op 1000 mensen kloegen dus van meestal milde bijwerkingen. Gewoonlijk gaat het om hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, lichte koorts de dag na de vaccinatie. Heel af en toe treden er ernstige neveneffecten op en dat gaat gewoonlijk over een ernstige allergische reactie, zogenaamde anafylactische shock. Dat vindt plaats, of dat gaat om 1 op 100.000 gevaccineerde mensen met het Pfizer-vaccin. Deze reactie treedt meestal op binnen de 15 minuten na de toediening en is behandelbaar. Dat is ook de reden waarom mensen nog minstens een kwartier onder observatie moeten blijven in het vaccinatiecentrum. U bent daar in goede handen. De meeste personen hadden ook een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties, vaak tegenover andere vaccins. Ondertussen zijn deze personen genezen of meestal aan de beterhand. Het risico op complicaties als u COVID krijgt is honderden malen groter dan wanneer u het vaccin krijgt. Wanneer u besmet bent met het virus, is de kans dat u gehospitaliseerd wordt ergens tussen de 10 tot 20%. En we weten dat de kans op overlijden na infectie ergens schommelt tussen de 0,5 tot 1,5%. De risico's van een infectie zijn dus vele malen groter dan het risico van een vaccinatie. Een tweede element is de opvolging van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren. En dat voor verschillende specifieke doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld de rusthuisbewoners, ouderen of mensen met specifieke onderliggende aandoeningen. Zoals reeds gezegd werden tot en met 13 januari ongeveer 50.000 bewoners en personeelsleden in de woonzorgcentra gevaccineerd. En dat komt neer op een vaccinatiegraad van 17% in de woonzorgcentra. Er kan altijd wat vertraging zitten tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Dus het is mogelijk dat het werkelijk aantal gevaccineerden ondertussen ook al een stuk hoger ligt. Tegelijk houden we ook de vinger aan de pols over de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren. En dat is ondertussen gestegen tot meer dan 80%. De combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk om een zicht te krijgen op eventuele hiaten in de vaccinatiecampagne en die dan ook bij te sturen. Verder kijken we ook via verschillende opvolgstudies hoe goed de vaccins er bij de bevolking in slagen om een immuunrespons op te wekken en om ziekte te voorkomen. Op die manier gaan we ook kunnen zien op langere termijn hoe lang het vaccin precies bescherming biedt. Het gaat ons ook toelaten om te zien of de vaccins goed werken tegen eventuele nieuwe varianten van het virus. Uit de eerste studies blijkt ondertussen dat het Pfizer-vaccin ook beschermt tegen de Engelse variant van het virus.
In de toekomst zullen er nog nieuwe varianten ontstaan. Dat is nu eenmaal de aard van dit soort virussen. Het is dus belangrijk dat we blijven opvolgen hoe goed de bescherming tegen die varianten zal zijn. Om af te sluiten zouden we nog eens de 3 noodzakelijke voorwaarden willen herhalen om een succesvolle vaccinatiecampagne te kunnen uitrollen. Ten eerste de levering van voldoende vaccins door de farmabedrijven. Ten tweede voldoende personeel om die vaccins te zetten. Je kan zorgpersoneel maar 1 keer inzetten. De mensen kunnen bij een derde golf niet en in de ziekenhuizen overuren draaien en spuitjes zetten. En ten derde, veilige omstandigheden. Woonzorgcentra zullen enkel worden gevaccineerd als ze geen uitbraak hebben. Indien de besmettingscijfers omhoog gaan, dan wordt de vaccinatie ook tijdelijk stopgezet. Op de eerste voorwaarde hebben we zelf geen invloed, maar op de andere 2 wel. Ieder van ons heeft er dus belang bij dat het aantal besmettingen zo laag mogelijk blijft. Want als dat aantal te hoog wordt, dan gaat dat dus ook een probleem zijn voor de vaccinatiecampagne en betekent dit dat de terugkeer naar een normale situatie vertraging kan oplopen. Dank u voor uw aandacht. Aujourd'hui, nous allons détailler les règles qui ont été reprises dans 2 arrêtés ministériels publiés cette semaine et qui concernent les déplacements depuis l'étranger. Vous le savez, de manière générale, ces déplacements sont strictement déconseillés, mais il arrive que certains de ces déplacements soient indispensables et des mesures existent donc pour les encadrer, lorsqu'on arrive sur le territoire belge, ne pas importer avec soi le virus. Un arrêté ministériel publié aujourd'hui adapte ces mesures s'appliquant aux personnes venant en Belgique depuis un pays en dehors de l'Union européenne et de l'espace Schengen. On pense par exemple au Royaume-Uni. Jusqu'ici, les règles étaient les suivantes. Quand on vient pour plus de 48 heures en Belgique, ou qu'on a passé plus de 48 heures dans un pays hors Schengen, il faut suivre les mesures de test et de quarantaine avant d'arriver en Belgique. Pour les personnes venant en avion ou bateau, ces mesures s'appliquent même pour les séjours de moins de 48 heures. Désormais, c'est ça qui change avec l'arrêté d'aujourd'hui. Cette règle pour les séjours de moins de 48 heures s'applique aussi pour les trajets effectués en train et en bus en provenance de ces pays. Cela signifie qu'il faudra, si on vient en train de Londres par exemple, d'abord pour les voyageurs n'ayant pas leur résidence principale dans notre pays, effectuer un test préalable avant leur arrivée sur leur territoire. Ensuite, pour tous les voyageurs, et donc également les Belges, qui auraient fait un séjour dans un pays hors Schengen, suivre les règles de test émises en quarantaine qui sont inclus dans le remplissage du formulaire PLF. Donc, si vous êtes un Belge et que vous avez passé un séjour à Londres et que vous revenez en train, même si c'est un séjour de moins de 48 heures, il faudra compléter le PLF et suivre les règles de quarantaine et de test. Voici pour cette modification apportée aujourd'hui pour les voyages depuis un pays hors Schengen. Les voyages depuis les pays européens sont soumis aussi à des règles, particulièrement pour les séjours de plus de 48 heures. Un Français ou un Luxembourgeois qui souhaite venir pour plus de 48 heures en Belgique doit, par exemple, effectuer un test préalable avant d'arriver sur le territoire. Cette mesure de testing préalable était difficile à mettre en œuvre pour certains déplacements transfrontaliers de plus de 48 heures. L'arrêté ministériel publié mardi a apporté donc quelques assouplissements. À commencer donc par une exemption de test pour les personnes qui se déplacent dans le cadre de garde d'enfants, de coparentalité. Donc, un enfant qui fait une semaine chez papa en France et une semaine chez maman en Belgique ne doit plus faire de test préalable avant d'arriver sur le territoire. La même chose pour les élèves qui se rendent en Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire, et on pense notamment aux élèves qui venaient en internat en Belgique. Et enfin, il n'y aura pas lieu de faire de tests préalables non plus pour certaines activités professionnelles. On pense aux chauffeurs de camions qui apportent des marchandises en Belgique, mais également les marins ou les travailleurs transfrontaliers. Ces mesures, sur leur
qu'il faut respecter pour ces déplacements depuis l'étranger ont un même but, c'est tenir la propagation du virus le plus sous contrôle possible. Et il s'agit d'un effort commun des autorités et des citoyens. Bien sûr, il y a des contrôles sont nécessaires, mais nous ne sommes heureusement pas dans un état policier, et donc on appelle chacun à être responsable, à avoir à cœur de respecter ces mesures pour les autres et pour soi-même. C'est seulement ensemble que nous y arriverons. Merci. Goedemorgen. Vandaag geven we graag wat meer duiding bij de maatregelen die zijn genomen in 2 recent gepubliceerde ministeriële besluiten en die betrekking hebben op verplaatsingen van en naar het buitenland. Voor alle duidelijkheid, dergelijke verplaatsingen zijn in de huidige omstandigheden ten stelligste afgeraden. Eerst en vooral is er vandaag een ministerieel besluit gepubliceerd dat de regels voor reizigers van buiten de EU en de Schengenzone die naar België reizen aanscherpt. Voortaan gelden voor trein- en busreizen vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, dezelfde regels als voor reizen per vliegtuig of boot. Dit betekent concreet het PLF-formulier invullen, ongeacht de duur van het verblijf in het buitenland of in België. Met andere woorden, als u naar Londen gaat voor een aantal uur, zal u ook het PLF-formulier moeten invullen. Reizigers die uit een rode zone komen en hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben, moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen. Bijvoorbeeld iemand die uit Londen komt naar hier voor een aantal uur en die geen verblijfplaats heeft in België, zal een negatieve test moeten voorleggen. Tevens moeten de geldende quarantaine- en testregels worden gerespecteerd, zowel voor Belgen als voor niet-Belgen. Voor niet-inwoners die uit een rode zone komen, bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk, en die geen hoofdverblijfplaats hebben in België, blijft de regel gelden dat zij over een negatieve testresultaat moeten beschikken, indien zij langer dan 48 uur in het buitenland verbleven of langer dan 48 uur in België verblijven. Dit was voor sommige omstandigheden redelijk moeilijk en complex. Vandaar ook dat er dinsdag een ministerieel besluit gepubliceerd is dat een aantal uitzonderingen voorziet. Ten eerste zijn er een aantal uitzonderingen voor bepaalde professionele activiteiten. Het gaat dan onder andere over vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren voor gebruik in België of op doorreis zijn. Tevens zijn er ook een aantal uitzonderingen op zeevaarders en grensarbeiders. Deze mensen moeten dus geen negatieve test kunnen voorleggen. Hetzelfde geldt ook voor scholieren. Grensscholieren die naar België reizen in het kader van hun schoolplicht worden ook vrijgesteld van een dergelijke negatieve test. Denk bijvoorbeeld aan Nederlandse kindjes die in België op internaat zitten. Tot slot geldt deze uitzondering ook voor personen die naar België reizen in het kader van een co-ouderschap. In het geval van gescheiden ouders moet er iemand in België, iemand in Nederland, moet de dergelijke negatieve test ook niet kunnen voorgelegd worden. Deze maatregelen hebben één duidelijk doel: het virus onder controle houden. En dit is een gemeenschappelijke inspanning van de overheid en de burgers. Enkel op deze manier kunnen we hoopvol verder vooruit gaan. Dank u wel. Dan denk ik dat er 1 vraag is binnengekomen van de journalist. Ja. Uit onderzoek blijkt dat iemand die al besmet werd met het coronavirus enkele maanden antistoffen heeft tegen de ziekte en dat ze evenveel beschermen als het vaccin. Kan dit element een reden zijn om de vaccinatiestrategie te herzien en de personen die nog geen antistoffen hebben eerst te vaccineren? Wel, het is een interessante vraag, maar met een moeilijk antwoord. Het is zo dat we de duur van de immuniteit na een natuurlijke infectie niet kennen. We weten ook dat mensen die een natuurlijke infectie hebben meegemaakt, dat de immuniteit heel variabel kan zijn. Vaak zien we bij mensen waarbij de initiële infectie vrij mild is verlopen met milde symptomen, dat zij soms geen antistoffen ontwikkelen of relatief weinig antistoffen die na enkele weken of maanden weer naar beneden zakken. Er is daar dus nog veel onzekerheid over en er is heel veel variabiliteit in die immuunrespons en ook in de duur van die immuunrespons.
Van het vaccin weten we ondertussen dat het op zijn minst op korte termijn 94 tot 95% bescherming biedt. Dat is goed bestudeerd. Ik kan daar zeggen dat we ook de duur van die immuniteit nog niet kennen. Maar toch denken we dat het nuttig is om ook mensen te vaccineren die in het verleden de infectie al eens hebben opgelopen, omdat het op zijn minst de immuniteit kan stimuleren en sterker maken. Te meer daar de personen die nu in eerste instantie worden gevaccineerd vaak mensen zijn met een heel fragiele gezondheid, met een zwak immuunsysteem. En daarom is het veiliger om sowieso in te zetten op de vaccinatie, ook al zouden sommige van die mensen in het verleden al eens een infectie hebben meegemaakt. Il ressort d'une étude qu'une personne déjà contaminée par le coronavirus dispose d'anticorps contre la maladie durant plusieurs mois et que ceux-ci la protègent autant que le vaccin. Cet élément est-il de nature à réviser la stratégie de vaccination pour se concentrer d'abord sur les personnes qui n'ont pas encore été infectées ? Alors, pour essayer de répondre à cette question, qui peut être assez complexe, que sait-on sur la durée réelle de protection après une infection native liée au virus ? On sait qu'il nous protège pendant plusieurs mois, de l'ordre de 6 à 8 mois pour la majorité des gens. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens. On sait aussi que cette immunité induite par l'infection varie d'une personne à l'autre et que dans certains cas, lorsqu'on mesure les anticorps après des infections peu sévères, par exemple, leur taux peut être extrêmement bas et éventuellement disparaître dans les semaines ou les mois qui suivent. Donc l'intensité de la protection est encore relativement mal connue après l'infection naturelle en fonction de la manière dont les individus réagissent à cette infection. Par rapport aux vaccins, ce que l'on sait, c'est que pour les vaccins employés actuellement, ils induisent une immunité avec un taux d'anticorps élevé pendant au moins un court à moyen terme, 94 à 95% de protection d'après les études. Là aussi, la durée exacte de cette protection n'est pas encore connue. Au vu de l'intensité variable de la réponse immunitaire des individus, au vu du fait que les premières personnes actuellement vaccinées sont des personnes à la fois particulièrement fragiles et avec un système immunitaire particulièrement faible dans certaines circonstances, pouvant induire une immunité que difficilement, il paraît utile de rajouter la vaccination à l'éventuelle immunité induite par une infection préalable, de manière à renforcer leur protection et à leur donner un maximum de chances, et donc de ne pas établir une sélection sur base de l'existence d'un taux variable, mais éventuellement présent, d'anticorps chez les personnes en question. Comme on l'avait déjà signalé il y a quelques jours, actuellement, une politique systématique de dépistage des anticorps avant vaccination n'est reprise dans aucun de nos voisins ou d'autres pays occidentaux. Oké, dat was alles voor vandaag. Dan wens ik jullie alvast een prettig weekend. En dan geven we de volgende update volgende week dinsdag om 11 uur. Donc, bon week-end. Et la prochaine conférence de presse aura lieu le mardi à 11 heures. Merci.